à mon tour de remercier l'association des pédiatres Jalila Boukala, d'abord pour leur invitation, mais surtout pour l'intérêt qu'ils portent à ce thème qui est extrêmement intéressant. J'ai un petit peu revisité la présentation lorsque j'ai su qu'il y aurait des gynécologues obstétriciens dans la salle, parce que j'aimerais bien qu'on discute certains points très importants et qu'on puisse partager sur certains messages communs afin qu'on puisse avancer tous ensemble dans cette thématique. Alors, il y a des choses qui vont être un peu des généralités, mais il y a certainement des éléments sur lesquels on va beaucoup interagir, mais surtout n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions, des réflexions. La première partie va être un peu lourde, mais il est important qu'on fasse certains rappels quand même avant de passer à la partie purement pratique. Je vous apprendrai en vous disant que le placenta est un organe unique et complexe qui combine les systèmes circulatoires de deux ou plusieurs individus, lorsqu'il s'agit de grossesse multiple évidemment, et au sein d'un seul organe dynamique et évidemment qui a une durée de vie limitée, mais qui est extrêmement important et qui n'a pas encore livré tous ses secrets, parce qu'on ne cesse de découvrir tellement de choses en ce qui concerne cet organe extrêmement important. On sait aujourd'hui qu'il y a un large spectre de troubles, notamment des infections, mais aussi des anomalies métaboliques, génétiques, circulatoires et bien d'autres éléments qui peuvent affecter son fonctionnement. Et malheureusement, lorsque le fonctionnement du placenta est affecté, ça peut générer des pathologies si on ne les cherche pas en faisant l'analyse correcte du placenta sur le plan anatomopathologique, on peut passer à côté. Et donc, l'un des éléments clés sur lesquels malheureusement le pointeur ne marche pas sur les écrans, mais c'est pas grave. Et donc, l'un des éléments essentiels sur lesquels je vais insister tout au long de cette conférence est le rôle essentiel de l'examen anatomopathologique du placenta pour identifier ces processus pathologiques, aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Nous allons apprendre qu'il y a des guidelines, qu'il y a énormément de choses à faire qui peuvent nous éviter des drames, mais aussi beaucoup de soucis. L'examen du placenta donc peut fournir des informations qui peuvent être importantes pour la prise en charge immédiate, mais aussi ultérieure, aussi bien de la mère que de l'enfant. Et les informations peuvent également être essentielles, et nous allons le voir, et c'est un élément qui est à la page aujourd'hui, pour protéger les médecins sur le plan médico-légal. Parce qu'ils peuvent innocenter l'acte d'accouchement, ils peuvent innocenter l'acte de la prise en charge de la mère et aussi de l'enfant, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, l'examen macroscopique des placentas normaux et de la plupart des placentas anormaux est très rapide. On peut le réaliser en 1 minute. Et normalement, il doit être systématique. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait un accouchement, en même temps qu'on est obligé de vérifier que tout s'est bien passé du côté maternel, qu'il n'y a pas de souci du côté néonatal, nous sommes obligés de regarder aussi le placenta, mais nous allons voir aussi le cordon. C'est quelque chose qui devrait rentrer dans les pratiques et dans les habitudes des pratiques dans les salles de naissance. L'examen universel du placenta en salle d'accouchement est donc quelque chose de primordial qui doit être documenté et surtout qui doit être noté quelque part. Rappelez-vous ce que je viens de dire il y a quelques secondes, innocenter la prise en charge, c'est donc une traçabilité aussi, et c'est extrêmement important. L'évaluation anatomopathologique en fonction de l'aspect anormal ou de certaines indications cliniques est une pratique qui devrait être essentielle et qu'on va développer. On va parler de toutes les indications d'un examen anatomopathologique détaillé. Alors, pour faire cette conférence que j'ai déjà faite il y a quelques mois, que j'ai revisitée pour ce séminaire, j'ai fait une recherche bibliographique et c'est important ce que je vais partager avec vous ici sur cette slide. Lorsqu'on fait la recherche sur placenta issu néonatal par exemple, on a 5741 résultats depuis 1961. Mais ce qui est curieux, c'est que 50% des publications datent de 2016 à 2025. Ce qui veut dire qu'il y a un regain d'intérêt pour cet organe extrêmement important et qu'il y a bien des avancées quant à son analyse pour l'issue maternelle, mais aussi néonatale. Et donc, je souligne encore une fois
l'intérêt de l'examen macroscopique et dans certaines indications anatomopathologiques de cet organe extrêmement précieux. Donc on va un petit peu maintenant aller vers la partie macroscopique. Que sont censés-nous examiner et qu'allons-nous trouver? Alors en salle de naissance, tout le monde connaît ceci, mais c'est bien de le rappeler, certainement. Le placenta mesure environ 22 cm de diamètre, 2 cm à 2 cm et demi d'épaisseur. Vous savez très bien que son poids en moyenne de 470 grammes, mais il est extrêmement variable et qu'il est corrélé au poids de naissance, à tel point que certains retards de croissance intra-utérin vont être expliqués juste par un petit placenta, mais en réalité, c'est l'une des indications de l'étude anatomopathologique du placenta parce que derrière, il y a des anomalies vasculaires et bien d'autres anomalies. La surface maternelle de couleur marron foncé, il est divisé en lobules qu'on appelle cotylédons, et la surface fœtale est brillante, grise, suffisamment translucide pour que la couleur marron des tissus villeux qui sont sous-jacents soit visible. Je vais laisser la présentation à Dr Dahlan, Dr Abou Rached, qui peuvent la partager avec qui il n'y a pas de souci. À terme, le cordon ombilical va mesurer en moyenne 55 à 60 cm de longueur et 3 cm de diamètre. La structure va être abondamment couverte de la gelée de Wharton. D'après vous, à quoi sert cette gelée de Wharton? Et s'il est absent sur certains endroits, est-ce que ça peut donner des problèmes? Ou s'il n'est pas suffisamment développé? Mais il est extrêmement important pour éviter les torsions des vaisseaux. Si les vaisseaux se tordent, ça peut entraîner la mort fœtale intra-utérine, tout simplement, qui peut survenir à tout moment de grossesse. Et si on ne fait pas l'examen correct du cordon du placenta, on n'a pas de diagnostic. Par exemple, c'est l'une des situations, la mort fœtale intra-utérine est l'une des situations par excellence où il est crucial non seulement de faire l'analyse macroscopique, parce que si on trouve un morceau du cordon sur lequel manque la gelée de Wharton, ça peut être la cause, parce qu'on va trouver un vaisseau qui s'est spiralé, et donc il y a l'ischémie, et donc malheureusement il y a une mort fœtale. Mais de toutes les façons, la mort fœtale intra-utérine de cause inexpliquée est une indication par excellence de l'étude anatomopathologique du placenta, mais aussi du cordon. Alors la structure va être abondamment couverte de cette gelée de Wharton. Et surtout, la longueur totale du cordon doit être estimée en salle d'accouchement par celui qui a fait l'accouchement. Parce que la personne qui a fait l'accouchement, c'est elle seule qui va voir réellement toute la longueur du cordon depuis sa fixation sur le placenta jusqu'à le bout qui va être clampé du côté du bébé. Alors, le cordon ombilical normal contient 2 artères et une veine, comme vous savez très bien, et lors de l'examen placentaire, on doit compter les vaisseaux. Mais il est très important d'attirer l'attention sur un point extrêmement pratique. Le comptage des vaisseaux se fait dans le tiers moyen du cordon ombilical. Il ne se fait pas du côté de la mère. Pourquoi? Parce que parfois, du côté du placenta, les vaisseaux peuvent être soudés et ça peut donner une fausse allusion d'absence de vaisseaux. Donc il faut toujours les compter sur le tiers qui est loin du placenta. Les membranes et le placenta dégagent une odeur métallique très caractéristique. Les gens qui sont dans les salles d'accouchement connaissent bien la douleur, mais ce n'est jamais nauséabond. Donc une douleur mauvaise, c'est déjà un signe d'infection et c'est important à garder en tête. Et normalement, le placenta et les membranes ne dégagent pas de mauvaise odeur, comme je viens de le dire. Alors le placenta, lorsqu'il est avec une épaisseur de moins de 2 cm et demi, c'est associé à avec une grande prévalence à un retard de croissance intra-utérin. Les placentas, par contre, de plus de 4 cm d'épaisseur sont fréquents dans le diabète maternel, qu'il soit gestationnel ou ancien, mais aussi ils sont associés à des situations d'anasarque fœtale, quelle qu'en soit la cause, mais notamment dans certaines causes non immunitaires. Et ça peut également, en analysant le placenta, donner des explications et des étiologies, mais aussi beaucoup de contextes infectieux vont être associés à un placenta qui est épais. Un placenta qui est par contre extrêmement fin peut être le signe d'une membrane placentaire
Et dans ce cas, toute la cavité utérine est tapissée du placenta fin et la membrane placentaire est malheureusement, et les collègues obstétriciens l'ont certainement vu dans leur pratique, associée à une morphotale intra-utérine. En fait, le placenta est tellement faible que c'est sous forme d'une membrane qui va tapisser la surface utérine en grande partie, mais ça ne peut pas permettre la survie fœtale. Parce que les échanges sont pauvres, l'oxygénation est pauvre, le nutriment passe très peu chez le fœtus, et donc c'est associé malheureusement à une mauvaise issue fœtale. Alors la consistance et les surfaces du placenta sont également connues, et c'est important de connaître la norme pour pouvoir par la suite dénicher tout ce qui est anormal, parce que tous ici dans la salle nous sommes concernés par l'examen macroscopique du placenta, qu'on soit neonatologiste, pédiatre accueillant un bébé ou obstétricien. On est tous concernés. Et donc, sur la surface maternelle, chez un nouveau-né à terme non anémique, la surface maternelle du placenta a une couleur foncée. Et surtout, ça a une couleur marron foncé, on l'a tous vu, on l'a tous constaté. Chez un prématuré, c'est beaucoup plus clair. Et la pâleur de la surface maternelle indique toujours la présence d'une anémie fœtale. Et surtout, il peut être un signe d'hémorragie. Ça peut se voir lorsqu'il y a un hématome rétroplacentaire, par exemple. Ça peut se voir lorsque la mère a saigné, quelle que soit la cause, mais c'est un signe d'hémorragie. La surface fœtale, quant à elle, c'est un anneau épais de membrane et il est associé à la prématurité lorsque l'anneau montre une certaine friabilité et fragilité, et aussi dans certains saignements, dans le décollement placentaire, on peut avoir malheureusement un aspect qui est tout à fait anormal, et il est fondamental de pouvoir analyser cet aspect macroscopique en salle de naissance. Alors maintenant, qu'en est-il de la consistance et des surfaces placentaires toujours? Il faut savoir également qu'il y a certaines anomalies qui nous concernent, nous, pédiatres, de façon importante. Lorsqu'on a de petits nodules fermes, blancs, gris ou jaunes sur la surface fœtale, ça peut correspondre à ce qu'on appelle l'amnios noueux ou bien à une métaplasie squameuse. Je vais vous expliquer tout ça. La surface fœtale, c'est là où il y a le corps. C'est là où il y a le corps. La surface maternelle, c'est ce qui est collé chez la mère. Alors, la surface à ce niveau-là, on peut avoir certaines anomalies qui peuvent nous aider énormément à comprendre ce qui se passe chez le bébé. Par exemple, l'amnios noueux, il est associé à l'oligoamnios. On le voit souvent lorsqu'il y a une oligoamnios, mais lorsqu'on le voit, il est fondamental de faire un écho rénal à la naissance parce qu'il y a une grande prévalence d'association à l'agénésie rénale. Mais malheureusement, en général, lorsqu'il y a vraiment un amnios noueux important à la surface du placenta, l'issue fœtale et l'issue néonatale est très mauvaise parce que non seulement il y a une agénésie rénale, d'ailleurs les bébés à ce moment-là peuvent naître avec un authentique syndrome de Potter, c'est-à-dire en fait un orthognathisme, une sorte d'anasarque avec une détresse respiratoire majeure, mais l'agénésie rénale complète est de très mauvais pronostic, et le syndrome de Potter en soi-même est de très mauvais pronostic, même dans des services de réa très avancés. Quant à la métaplasie squameuse, elle est fréquente, mais heureusement il n'est pas autant grave, car il peut être associé à des grossesses normales, mais il a été aussi très observé lorsqu'il y a des grossesses gémellaires avec des décès d'un genou. Et on ne comprend pas. Est-ce que vraiment c'est une explication du décès ou bien c'est un hasard, mais quand même statistiquement il a été démontré qu'il est très associé au décès d'un genou. On a tous vu les drames de ce que entraînent les bandes des tissus amniotiques qui peuvent être plus ou moins fragiles, qui malheureusement vont amputer des parties du bébé. C'est ce qu'on appelle les brides amniotiques. Alors là, on peut avoir des doigts amputés, des membres amputés, une tête amputée, tout dépend de l'étendue de ces brides. Et c'est ce qu'on appelle les bandes du tissu amniotique qui sont très visibles lorsqu'on examine le placenta. Et malheureusement, on rate souvent ces diagnostics.
Parce qu'on va avoir des bébés avec un membre amputé, personne n'a examiné le placenta, et après on va spéculer en long et en large. Est-ce que la mère a pris des plans, est-ce que la mère a pris des médicaments, est-ce que c'est génétique, est-ce que je ne sais pas quoi. Alors par un simple examen de placenta, on va trouver des bandes de tissu amniotique sur le versant fœtal, et on a signé le diagnostic carrément. Alors lorsque des parties du fœtus sont manquantes ou amputées, non seulement il faut examiner le placenta macroscopiquement, mais il faut l'envoyer pour une étude anatomopathologique normale. Comment ça se présente la métaplasie squameuse? Alors la métaplasie squameuse, elle va en fait se présenter sous forme d'une sorte de membrane qui est à la surface du placenta du côté fœtal, et c'est une sorte de membrane décollée, d'où le terme de squame. C'est comme si on a une sorte de membrane mais qui est légèrement décollée. Ça peut être une variante de la normale, mais statistiquement, on a noté que parfois, lorsque c'est une grossesse multiple, elle se voit lorsqu'il y a décès d'un juge, sans autant qu'il y ait d'explication vraiment claire. Alors que l'amnios noueux, c'est vraiment des nouures. C'est sous forme de... C'est comme les érythrémies, c'est des nouures qui vont se voir toujours du versant. Et là, pour les bandes amniotiques, c'est vraiment des bandes, c'est comme des petits filets d'amnios qui ont strié certains segments du fœtus lors du développement. Donc, c'est Macroscopique. Ça, je n'ai pas besoin de l'envoyer à la rien. Je prends mon placenta, je regarde le versant maternel, puis je prends le versant fœtal et je vois ce qu'il y a. Normalement, ça devrait être bien clair, marron foncé, translucide, sans aucune anomalie à la surface. Toute anomalie à la surface doit être interprétée. Soit c'est noueux, soit c'est squameux, soit c'est des bandes carrément. Et systématiquement, c'est dans la compréhension. Alors, dès qu'il y a une anomalie, que ce soit au niveau du placenta, que ce soit au niveau du fœtus, que ce soit avec une pathologie maternelle associée, c'est une indication je vais partager avec vous les guidelines. Les dernières ont été révisées en mai 2025. Donc, on a une toute récente qui cite de façon claire l'indication anatomopathologique. Alors après, on arrive à la chute placentaire. Normalement, un placenta diffus mou peut être le signe d'une infection. Vous avez l'impression que le placenta est devenu friable. Ce n'est plus la consistance d'un placenta normal. Donc, lorsqu'il est mou, lorsqu'il est diffus, c'est un signe d'infection. En particulier, si sa structure est également épaissie, donc on a l'impression qu'on a broyé le placenta et que ça commence à se nécroser. C'est pour ça que ça donne un aspect épaissi. Ça se voit par exemple dans des cas de cordon amniotique avancé, pour lesquels on a traîné pour faire la couche. Des zones fermes dont le placenta peuvent indiquer le dépôt de fébrine ou un infarctus. Les infarctus récents sont généralement rouges, tandis que les infarctus anciens sont gris. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est médico-légal également. Lorsque vous avez un infarctus ancien, personne n'y peut rien. Mais lorsque vous avez un infarctus récent, est-ce que c'est un intrapartum ou pas un intrapartum? Est-ce qu'il y avait un RCF, un monitoring adapté? Il y a des questions qui vont se poser à ce moment-là. Mais c'est très important de bien déterminer de quoi il s'agit. Les dépôts de fébrine sont gris et s'ils sont importants, ils sont souvent associés à un retard de croissance intra-utérin. Si les infarctus sur la fébrine occupent plus de 5% de la masse placentaire et sont généralement moins de 5% sont généralement sans importance, ils peuvent se voir par exemple dans les dépassements de terme. Parce que le placenta a vieilli. On a des infarcissements qui sont diffus, mais qui ne vont pas dépasser 5% de la surface placentaire. Donc généralement, c'est sans importance. Une hémorragie apparente profonde des membranes fœtales ou un kyste de couleur foncée peuvent représenter ce qu'on appelle la fameuse molle de Bruss, qui est associée à un syndrome de Turner avec une prévalence très élevée, voire à la mort fœtale. Et c'est facile à diagnostiquer. Vous avez un bébé qui est né avec un morphotype particulier, un écartement mammaire, une espèce de pterygium, surtout si en plus il y a un souffle, c'est une fille, vous dites c'est un Turner ça. Regardez le placenta, il y a une grande prévalence de la présence de ce qu'on appelle la molle de Bruss. Au fait, c'est quoi? C'est tout simplement
une sorte d'hémorragie qui est apparente, qui peut être même kystisée à la surface du versant fœtal du placenta. Malheureusement, parfois, c'est tellement important que ça va entraîner la mort fœtale. Et le bébé va être mort-né, mais personne n'est coupable. C'est une anomalie au niveau du placenta. Alors, des zones focales charnues, rouge foncé, peuvent représenter des choriongiomes. Et Dieu sait combien on rate de diagnostics. Les pédiatres, les néonates ici, combien de thrombopénies vous avez hospitalisés sans jamais avoir une cause, une étiologie. Combien de bébés vous avez hospitalisés avec un retard de croissance intra-utérin sans jamais avoir d'étiologie. Combien d'anémies néonatales on a eu sans jamais avoir d'étiologie. Ce n'est pas hémolytique, ce n'est pas infectieux. Mais on n'a jamais su ce que c'est, que la mère n'a pas saigné. Et bien la réponse est tout simplement été dans l'examen du placenta, qu'on n'a pas fait. Et ce n'est pas une situation qui est rare. Il y a dans les pathologies néonatales, thrombopénie, anémie, RCU, de cause inconnue, beaucoup de choriongiomes placentaires. Et c'est un examen simple qui va vous trouver. Et donc, pensons-y, s'il vous plaît. Je pense que l'un des messages essentiels que je vais essayer de partager avec vous ce soir, c'est de penser à rendre systématique l'examen macroscopique et à suivre les recommandations pour l'étude anatomopathologique du placenta. Alors le cordon, on ne peut pas parler du placenta sans parler du cordon. Le cordon ombilical est généralement suffisamment long, 55 à 60 cm, et surtout, il est tellement important qu'il va permettre la mise au sein alors que le bébé est toujours collé au placenta lors du pot à pot de la mise au sein précoce. Et c'est extrêmement important, les collègues obstétriciens le savent très bien, parce que cette mise au sein va libérer l'ocytocine, ça va diminuer l'hémorragie maternelle, ça va permettre de rétracter l'utérus, etc. Et bien cette longueur n'est pas un hasard. Seulement, il est très important également de savoir les anomalies de ce cordon, parce qu'un cordon court est associé à des fœtus qui vont être moins actifs, à des fœtus qui peuvent avoir des malformations, à des fœtus qui peuvent avoir des myopathies, à des fœtus qui peuvent avoir une trisomie 21, à des fœtus qui peuvent avoir un hydramnios. Donc, ce n'est pas anodin. Un cordon court est associé à des situations pathologiques très importantes. Les cordons courts peuvent également entraîner malheureusement des drames, heureusement rares, mais qui peuvent se voir parce qu'il peut se rendre, ce cordon-là, entraînant une hémorragie, entraînant aussi des sténoses avec décès fœtal, une mort-née. Si vous n'examinez pas le cordon pour détecter qu'il est court et c'est la cause de la mort fœtale, on ne va pas avoir de diagnostic. Les cordons de longueur insuffisante peuvent également entraîner une présentation de siège parce qu'ils ne vont pas permettre la présentation. Et ils peuvent aussi entraîner d'autres malformations fœtales. Et le cordon ombilical peut devenir excessivement long également à cause d'une hyperkinésie fœtale. Et donc ça peut également se voir. Et généralement, lorsque les cordons sont trop longs, il y a des risques de nœuds, il y a des risques de circulaires, il y a des risques également de drame. Et il est très important de également analyser le cordon au même titre qu'on analyse le placenta. Mais il n'y a pas que la longueur, il y a aussi le diamètre qui devrait être uniforme sur toute la longueur du cordon, en général de 2 à 2 cm et demi. Lorsqu'on a des zones étroites, dont j'en ai parlé tout à l'heure, dans lesquelles il n'y a pas suffisamment de gelée de Wharton, ça peut malheureusement entraîner des torsions et ça peut entraîner la mort fœtale tout simplement. L'œdème diffus, par contre, du cordon est associé aux maladies hémolytiques, notamment les incompatibilités Rhésus. Il est aussi associé à la prématurité, il est aussi associé à la prééclampsie maternelle, à l'éclampsie et au diabète sucré. L'œdème du cordon ombilical peut entraîner malheureusement des pathologies pour nous chez le nouveau-né. Vous avez parfois un bébé qui va naître par voie basse, mais qui va présenter une DRT sévère. Il est à terme. L'accouchement s'est passé dans les délais. Il n'y a aucun facteur de risque. Et vous ne comprenez pas. La réponse est dans le cordon. Un cordon qui est malheureusement très épais et œdémateux
est associé à une tachypnée transitoire qui peut être très importante. Il peut être donc à l'origine d'une détresse respiratoire qu'on ne va jamais comprendre si on n'a pas analysé le cordon. Les cordons œdémateux se voient également dans certaines aberrations chromosomiques telles que la trisomie 18 ou bien dans certaines situations telles que l'oracle perméable ou l'omphalocèle. L'insertion du cordon peut aussi être anormale. Le cordon généralement s'insère dans le placenta près de son centre et environ 90% des insertions du cordon sont centrales ou excentriques. Dans 7% des cas, les insertions vont se produire au niveau de la marge placentaire. Les insertions marginales sont donc une conséquence généralement, il ne faut pas les considérer comme pathologiques, mais il faut noter quand même que chez environ 1% des fœtus, l'insertion ombilicale peut être vélamenteuse et c'est là où elle peut être associée à des hémorragies. Et l'hémorragie peut être malheureusement avec une issue fatale pour le bébé. L'insertion vélamenteuse du cordon est également associée à un âge maternel avancé. On n'a jamais compris pourquoi. Donc, plus la mère est âgée de plus de 35 ans, plus ça va se voir. C'est comme l'histoire de la T21, mais on n'a jamais compris pourquoi. Il est associé également au diabète sucré. Il se voit également chez les femmes tabagiques. Et il faut savoir que dans le cas des insertions vélamenteuses, on peut avoir des anomalies des vaisseaux du cordon. Donc on peut avoir à ce moment-là une artère au lieu de deux artères. Et on peut avoir aussi des aberrations chromosomiques associées. C'est-à-dire vélamenteuse, non? C'est ce que je vous ai montré ici. Et donc c'est facile à reconnaître par un simple examen macroscopique. Les nœuds du cordon, et donc un véritable nœud du cordon se produit lorsque le fœtus passe dans une boucle du cordon ombilical, et ça se produit malheureusement parfois très tôt dans la grossesse et au début. Dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit d'un nœud, ça ne va pas mettre en danger le fœtus. Cependant, si le cordon est en plus pas suffisamment long, et si le nœud se met sous tension, ça peut malheureusement engager le pronostic fœtal. Et puis les vaisseaux, j'en ai déjà parlé, on a dit normalement c'est deux artères et une veine. Et lorsqu'on a une seule artère, il est nécessaire de chercher des malformations congénitales et quand même qui sont associées à un pourcentage qui n'est pas négligeable, qu'il soit cardiovasculaire, généto-urinaire, gastro-intestinal ou d'autres systèmes. Alors voilà un petit peu pour cette mise sur appel, pour qu'on sache tous faire cet examen de placenta. Maintenant, on va voir quelques aspects pratiques. Alors, lorsque... Dans les notes, c'est normal des cordons. Oui. Le cordon gélatineux. Le cordon gélatineux ne pose pas de problème s'il n'est pas trop épais. Mais s'il est trop épais, on a dit qu'ils peuvent entraîner une tachypnée transitoire, qu'ils peuvent être associés à des aberrations chromosomiques, comme ils peuvent être une variante de la normale. Mais le plus important, c'est de le signaler dans le dossier parce que ça peut expliquer des anomalies. Par exemple, vous avez un enfant qui est né dans de bonnes conditions sans aucun problème, et puis il fait une DRT sévère, et puis il est en réa, et puis il fait une HTAP, et puis il se complique, et puis il fait des moments d'époxy, et puis il garde des séquelles neurologiques. Et les parents vont aller chercher dans l'accouchement ce qui s'est passé. Oui, le dossier, donc Et puis, si vous mettez dans l'analyse du placenta et du cordon, que le cordon était épais, il était gélatineux, etc., vous avez une explication déjà de la tachypnée transitoire qui n'a rien à voir avec l'accouchement, qui n'a rien à voir avec la voie d'accouchement et qui n'a rien à voir avec la suite parce que la suite est malheureusement une histoire de prise en charge qui peut bien passer comme il peut mal passer et c'est comme ça. Malheureusement, en néonatologie, on n'a pas la garantie des résultats. On a l'obligation des moyens, mais on n'a jamais la garantie des résultats. Vous avez eu des dossiers comme ça? On a eu pas mal de dossiers comme ça. D'ailleurs, j'ai partagé avec vous quelques cas à la fin. Alors, des aspects pratiques cette fois. Donc, lorsqu'une anomalie potentiellement significative sur le plan clinique est identifiée, on a dit que le placenta doit être envoyé à l'anatomopathologie. On va lister les indications. Des cultures, des études spéciales supplémentaires doivent alors être réalisées, et ceci, c'est le travail de l'entomopathologiste. En cas de grossesse multiple, le placenta doit être examiné pour déceler des anastomoses vasculaires. C'est quelque chose qu'on oublie souvent également.
chaque fois qu'on a une grossesse multiple, il faut absolument examiner les placentas et voir est-ce qu'ils sont connectés, pas connectés, est-ce que chaque placenta est à part, parce que ça peut également expliquer certains devenirs neurologiques chez le transfuseur ou chez le bébé, malheureusement, qui a transfusé. Ça dépend de l'importance des variations de pression dans les compartiments des nœuds. Et généralement, lorsqu'il s'agit de grossesses multiples, lorsque vous envoyez les placentas, il faut bien les identifier. Celui du jumeau A, celui du jumeau B, et bien le mettre dans le bracelet des jumeaux par la suite, et bien savoir à qui appartient quel placenta, c'est très important. Alors, quelles sont maintenant les indications de l'examen anatomopathologique du placenta? C'est primordial pour ce qui est du nouveau-né. Chaque fois que vous avez un accouchement prématuré, le placenta doit être envoyé pour une étude anatomopathologique. Chaque fois que vous avez un retard de croissance intra-utérine non expliqué, chaque fois que vous avez un décès périnatal de cause non identifiée, chaque fois que vous avez une asphyxie périnatale de cause non évidente, une asphyxie parce que la mère a fait une prééclampsie, etc., on peut comprendre, mais même ça, ils disent qu'il faut envoyer le placenta chez l'anapathe. Des troubles maternels systémiques. La mère est en train d'accoucher, mais il fait des problèmes de santé qu'on ne comprend pas, il faut étudier le placenta. Les saignements du 3e trimestre et les signes d'infection fœtale ou maternelle sont toutes des indications d'études anatomopathologiques du placenta. L'examen placentaire, dans ces cas-là, quel est son objectif? Il va viser à identifier et à classer les maladies maternelles et fœtales jusqu'alors insoupçonnées qui nécessitent une attention immédiate. Et je vais partager avec vous les recommandations de mai 2025 qui montrent dans chaque situation à quoi ça renvoie et quelle est la retombée pratique pour la prise en charge de la mère et du bébé. Les pathologies présentant un risque élevé de récidive, et c'est très important, parce que parfois ce qu'on va trouver sur le placenta va amener à une conduite à tenir chez la femme, ou à la prochaine grossesse, ou chez le bébé qui vient de naître. C'est fondamental. Des indications pour les grossesses futures, une prise en charge de la patiente et les explications spécifiques des issues défavorables de la grossesse qui, malheureusement, aujourd'hui, chez nous au Maroc, commencent à prendre une grande connotation médico-légale. Alors, lorsque vous envoyez votre placenta à l'anatomopathologiste, s'il vous plaît, pédiatre, néonatologiste, collègue obstétricien, il est fondamental de suivre ces guidelines qui ont été publiées l'année dernière et qui sont très très importantes sur les éléments à renseigner. Parce que pour analyser ce placenta, les anatomopathologistes ont besoin de ces renseignements sur l'âge de la mère, sa parité, les pathologies associées, sur le sexe du bébé, son poids, éventuellement l'anomalie qui a été constatée, qui a amené à envoyer ce placenta, sur son abgar, sur le mode d'accouchement, sur les incidents éventuels lors du déroulement de la grossesse, sur éventuellement les explorations anormales qui ont été constatées lors de l'exploration fœtale. On a l'échographie, une malformation cérébrale ou je ne sais pas quoi. Est-ce que la grossesse est unique ou multiple? Est-ce que vous avez des questions spécifiques pour l'anatomopathologiste? Alors on va lui dire, s'il vous plaît, est-ce que c'est bien un chorioangiome ou une question bien particulière? Et puis surtout, les adresses destinataires découpées du rapport, c'est-à-dire à qui doit recevoir ce rapport, c'est fondamental. Et puis surtout, les aspects pratiques. Le placenta doit être transporté sous 24 heures dans le formol, c'est important. Et avec tous les renseignements cliniques que je viens d'expliquer qui sont bien détaillés, et surtout, ce que vous devez attendre, en plus de votre analyse macroscopique, l'anatomopathologiste va refaire l'analyse macroscopique et va faire l'analyse histologique. Lui, il va vous donner les deux interprétations que vous allez comparer avec déjà votre impression. Excusez-moi, est-ce qu'il faut envoyer tout le placenta ou juste une partie? Il faut envoyer tout le placenta. La totalité. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il fasse l'étude macroscopique et puis en fonction des anomalies détectées, il va faire des prélèvements qu'il va analyser microscopiquement. Et puis pour faire tout ceci, il va avoir le placenta dans son entièreté. Alors, il y a une classification qui était avancée, celle que je vais partager avec vous, qui était un petit peu
très simpliste et il déterminait. Vous avez plus d'habitude avec les bébés que nous. Moi, ça ne va pas déranger. Moi, je vous jure que ça ne va pas du tout déranger. C'est normal. Parce que nous, en plus, on a les bébés qui crient, les alarmes qui hurlent, donc on travaille dans le bruit sans problème. Un bruit de fond normal. Donc, en fait, dans la classification d'Amsterdam, il distinguait 3 grands processus. Des processus vasculaires, des processus inflammatoires et immunitaires, et ils mettaient dans un même panier ce qu'ils ont appelé les autres. Mais la nouvelle, je la trouve très intéressante, et d'ailleurs elle a été reprise dans les Guidelines 2025. Elle a été faite par l'équipe de Redline qui est connue par travailler beaucoup sur le placenta. Et justement, son intérêt, c'est qu'elle classifie les anomalies placentaires en ce qu'ils appellent malperfusion vasculaire maternelle, malperfusion vasculaire fœtale, et puis processus inflammatoire aigu, processus inflammatoire chronique. Et c'est très important pour nous, parce que ça parle mieux et ça permet d'avoir beaucoup plus de données. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est exactement ça. Tout ce qui est inflammation aiguë, eh ben, les chorioamnionites rentrent dedans, par exemple, qu'ils soient maternelles ou fœtales. Tout ce qui est inflammation chronique, et dans ça, on a par exemple les chorioamnionites chroniques, par exemple une chorioamnioniite toxoplasmique, est une chorioamnioniite chronique. Et puis tout ce qui est malperfusion du versant vasculaire, et tout ce qui est malperfusion du versant fœtal, et on va voir tout ceci à travers des cas beaucoup plus pratiques, mais l'intérêt de cette nouvelle classification, c'est sa praticabilité. Il parle vraiment sur le plan clinique. Alors, quelques données épidémiologiques intéressantes, par exemple, pour parler au col et obstétricien. Par exemple, dans la prééclampsie, si on examine le placenta, dans 85% des cas, on va trouver des anomalies d'ordre malperfusion utéro-placentaire. Exact, des infarctus, etc. Lorsqu'on a un retard de croissance intra-utérin, dans 65% des cas, il s'agit d'anomalies villositaires. Et dans 50% des situations de bébés qui naissent dans des situations graves, c'est l'étude du placenta, comme l'explication, c'est l'étude du placenta qui va apporter des réponses sur les infections. Alors, ce qu'il faut chercher dans le placenta devant certaines complications maintenant, par exemple, qu'est-ce que je m'attends à travers l'étude du placenta devant une mort fœtale prématurée? Vous êtes à la salle d'accouchement, vous avez fait votre suivi de grossesse, tout se passe bien, la mère vient vous dire depuis 24 heures, j'ai plus de mouvements fœtaux, vous déclenchez le travail, puis la couche terminée. Et là, il faut chercher soit une malperfusion vasculaire maternelle, soit une malperfusion vasculaire fœtale globale ou partielle, soit une rupture, soit une insuffisance placentaire, soit des complications du cordon ombilical. Vous ne pouvez pas sortir de ce lot. En général, vous avez une explication ici. Je parle bien sûr des morts fœtales inexpliquées, pas d'une cardiopathie congénitale évidente qui est la cause, etc. En général, vous avez l'explication ici. Et si vous n'avez pas fait l'étude de placenta, vous n'avez aucune explication, malheureusement. C'est le médico-légal. C'est médico-légal. Et bon, elle va vous dire, oh, mais lorsque je suis rentrée, il bougeait encore. Et donc, vous voyez ce que vous avez fait, pourquoi il est demandé. Et vous n'avez aucun moyen de montrer le contraire. Un accouchement prématuré spontané avant 37 semaines de gestation, sans cause évidente, appelle à une étude placentaire. Et on peut tomber sur une chorioamnioniite aiguë, c'est la plus fréquente. D'ailleurs, on le dit souvent, la principale cause de prématurité est l'infection. Mais on l'a documenté en faisant l'étude du placenta. Un décollement marginal placentaire, c'est pas évident si on n'a pas fait l'étude du placenta, ou encore une malperfusion maternelle légère qui malheureusement va déclencher le travail prématuré. Mais si l'échographie, elle peut aider pour malperfusion, décollement. Malheureusement, en situation d'accouchement urgent, tu peux ne pas avoir le temps de faire une échographie. Et si tu n'étudies pas le placenta, et l'école obstétricienne a vécu certainement des situations pareilles. Si vous ne faites pas l'étude du placenta, vous allez passer à côté. Il est venu, tête à la vue, dilatation complète, elle accouche d'un prématuré, elle délivre
ben si vous ne faites pas l'analyse du placenta, vous n'allez pas pouvoir avoir des réponses en faisant l'échographie. Alors maintenant, le retard de croissance intra-utérin, c'est très important parce que malheureusement dans notre contexte, en dehors de ceux expliqués par les HTAG, etc., la majorité vont passer sans aucune explication parce que on a fait beaucoup d'études à Rabat et on a étudié les placentas. Dans 90% des cas, la réponse est dans le placenta. Et qu'est-ce qu'on a? Soit une malperfusion maternelle globale ou partielle, soit des villites chroniques ou intervillosites. Vous n'étudiez pas le placenta, l'échographie ne va pas le voir. Soit des malperfusions vasculaires fœtales, des lésions de développement stromal vasculaire fœtal, des insuffisances placentaires ou des complications du cordon ombilical. Les réponses, vous avez l'un des éléments. Ce qu'on trouve souvent, nous, dans ce qu'on a fait, ce sont les villites chroniques, les intervillosites, les malperfusions vasculaires fœtales, et on a trouvé quelques lésions stromales vasculaires fœtales dans le lot qu'on avait analysé à travers une étude d'une PhD. Les morts fœtales à terme, ce que vous allez pouvoir trouver, des décollements placentaires, des malperfusions vasculaires, des hémorragies fœto-maternelles, une maturation villeuse retardée, une insuffisance placentaire ou encore des complications du cordon ombilical. Et malheureusement, une des situations où si on n'a pas fait a posteriori l'étude du placenta, on rate totalement le diagnostic, ce sont les situations des lésions du système nerveux central. Vous avez des bébés qui vont naître à terme. La grossesse s'est bien passée, sans aucun problème. Il est remis à sa mère. Il fait une crise convulsive à quelques jours de vie, à quelques semaines de vie. On fait une imagerie, on trouve des plaques de leucomalacie périventriculaire étendues. Et bien, les parents vont attenter un procès à tous ceux qui ont pris en charge la femme et le bébé. Parce que la leucomalacie, typiquement, se voit en cas d'asphyxie péripartale. Et donc, on va chercher à trouver un problème. Or, malheureusement, les réponses peuvent être dans le placenta. On peut avoir des malperfusions vasculaires, des malperfusions soit complètes, soit partielles, des villites chroniques, des chorioamnionites aiguës et des lésions placentaires multiples. Et si on n'a pas fait l'analyse, ne serait-ce que macroscopique du placenta, parce qu'on va trouver une anomalie macroscopique, on va envoyer à l'entomopathologue. Si on ne l'a pas fait, on va rater totalement le diagnostic. Alors maintenant, je vais un petit peu plus expliquer les entités les plus fréquentes. Les malperfusions vasculaires maternelles sévères sont des troubles maternels et obstétricaux et peuvent être un premier indicateur d'une maladie auto-immune maternelle, parfois jusque-là méconnue. Et c'est l'étude du placenta suisse sur l'anomalie fœtale ou néonatale qui va révéler la pathologie auto-immune maternelle. C'est par exemple le cas d'un lupus. Vous savez très bien que le lupus va rester très très longtemps silencieux. Et c'est à l'occasion, par exemple, d'un retard de croissance intra-utérin inexpliqué, qu'on va aller faire l'étude placentaire qui va montrer qu'il y a des malperfusions vasculaires maternelles sévères et on va explorer la mère et c'est un lupus. C'est l'une des situations fréquentes lorsqu'on fait l'étude anatomopathologique. Alors, généralement, lorsqu'on trouve à l'étude du placenta des malperfusions vasculaires maternelle sévère, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'évaluation de l'état cardiovasculaire maternel. On doit vérifier est-ce qu'il n'y a pas un diabète. On doit faire le bilan de thrombophilie et on doit aussi vérifier sa fonction rénale. Ça, c'est le minimum vraiment. Et généralement, ces quatre entités nous mènent vers des trajectoires. Soit on est devant un lupus, soit on est devant une pathologie rénale chronique, une entité isolée, soit on est dans le contexte d'une thrombophilie, etc. Donc on est orienté vers une des trajectoires. Ces facteurs sont associés à une morbidité et une mortalité périnatale malheureusement très importantes. Notamment, j'ai donné l'exemple du retard de croissance intra-utérin, mais on peut aussi avoir des morts néonatales inexpliquées, comme on peut avoir malheureusement également des bébés. Par exemple, un bébé qui va naître, qui va se mettre à convulser, on ne comprend pas. Et en fait, au scanner, il y a un AVC et on ne comprend pas. Mais c'est une thrombophilie maternelle qui est derrière, ou une pathologie auto-immune maternelle. Des mesures préventives peuvent se faire pour les grossesses ultérieures. Et parmi les mesures préventives les plus communément retenues, c'est l'utilisation de l'acide acétylsalicylique pour la grossesse ultérieure avec le Doppler
utérin, parce que l'écho normal ne va pas permettre d'avancer, mais le Doppler de l'artère utérine va le permettre. L'échographie placentaire au début du 3e trimestre, lors des grossesses ultérieures, sont recommandées parce qu'il s'agit d'un contexte maintenant identifié et connu. On sait ce qu'on cherche et ça permet d'avancer. Pardon, s'il vous plaît, pour l'acide, vous préconisez quelle dose? Moi, je préconise rien. Il faut demander aux obstétriciens. Moi, je ne connais pas les doses. Est-ce que vous avez une idée sur quelle dose? Non, moi, je ne connais pas le protocole. 100, 160, il y a celui qui parle de 75. Je ne connais pas le protocole. Est-ce qu'il n'y a pas de toxicité pour le bébé Non. connu? Alors, par contre, j'ai eu cette question. J'ai eu cette question il y a un mois. Il y a une collègue néonate qui a été contactée par une collègue obstétricien qui lui a posé cette question-là. Est-ce que l'acide acétylsalicylique n'est pas toxique pour le fœtus? Aucunement. Là, par contre, on a les données en tant que néonate, ça nous intéresse beaucoup. Il n'y a aucune toxicité aux doses préconisées par les sociétés savantes d'obstétrique. Je ne peux pas vous donner un protocole, je ne prescris pas l'acide salicylique pour les femmes enceintes. Normalement, c'est 160 qui vont être plus le soir. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas le protocole, je ne Sans prescris pas. recommandation. Mais ce qui est sûr, ce que je connais, ce qui est retenu pour toutes les sociétés de néonates, c'est qu'en dose préconisée, aucune toxicité pour le fœtus. Parce que ce que les gens pensent, c'est la fermeture du canal artériel. Or, l'acide acétylsalicylique aux doses prophylactiques ne ferme pas le canal artériel. Donc ça, c'est une évidence. Maintenant, les protocoles, je peux chercher et partager avec vous, mais moi, je ne prescris pas. Donc voilà pour la malperfusion vasculaire. Maintenant, si on trouve une malperfusion vasculaire fœtale, alors en particulier ce qu'on appelle les vasculopathies thrombotiques fœtales, c'est très dangereux malheureusement. Pourquoi? Parce que là aussi, appelle à explorer la mère. Et parmi les éléments très importants à explorer, ce sont les troubles de thrombophilie, mais aussi ça appelle à explorer l'existence de certaines pathologies héréditaires, exactement, telles que le fameux déficit en facteur 5, ou bien encore des troubles du tissu conjonctif maternel, comme l'existence d'anticorps anticardiolipides, etc. Donc ça appelle vraiment à explorer la maman. Il alerte également les cliniciens sur la nécessité de procéder à l'examen néonatal approfondi. Pourquoi? Parce que malheureusement, la malperfusion vasculaire fœtale peut réellement entraîner des complications neurologiques graves chez le nouveau-né, à type d'accidents vasculaires cérébraux ou de foyers d'ischémie étendue. Et là, il faut absolument, même si le bébé paraît asymptomatique, explorer de façon adaptée. La troisième lésion qui est fréquente lorsqu'on analyse le placenta, ce sont les lésions de villite et d'intervillosite. Une villite d'étiologie inconnue ou une intervillosite histiocytaire chronique doit toujours appeler également à chercher une maladie auto-immune chez la mère. Je donne l'exemple du lupus, mais toutes les autres peuvent également entraîner le même aspect. Et il a été montré un lien entre l'intervillosite histiocytaire chronique et la thrombocytopénie allo-immune fœtale et néonatale, y compris les antigènes plaquettaires humains. Lorsque vous ne voyez pas, parce que malheureusement ce sont des situations qui sont très peu diagnostiquées au Maroc aussi, parce que tout simplement aujourd'hui au Maroc on n'a aucun laboratoire qui fait la recherche des antigènes plaquettaires et du coup on ne peut pas faire l'étude de l'incompatibilité au Maroc fœto-maternelle plaquettaire. Malheureusement c'est sous-traité à l'étranger. Maintenant, lorsque vous avez sur le placenta un bébé qui est né mort-né ou je ne sais pas quoi, ou un bébé qui est né avec un purpura étendu, vous pensez à une thrombopénie. Normalement, dans l'exploration, enfin dans le raisonnement, si la mère a une thrombopénie elle-même, vous êtes dans l'auto-IMA. Donc, en fait, vous cherchez quelle est la pathologie de la mère, le traitement du bébé est codifié et connu. Mais si la mère n'a pas de thrombopénie, entre autres, bien sûr, l'infection, etc., mais il faut penser à l'alloïma. Et pour penser à l'alloïma, il faut phénotyper les plaquettes maternelles et fœtales. Ça, malheureusement, comme je vous ai dit, personne ne le fait au Maroc. Et l'un des éléments importants qui vous oriente vers cette alloïmmunité, c'est l'étude justement placentaire qui va vous montrer des lésions de villite et d'intervillosite parce que le traitement est totalement différent des thrombopénies, cette fois auto-immunes. Parce que si vous transfusez les plaquettes, vous tuez le bébé, vous l'aggravez. Donc là, il faut par contre donner les plaquettes
maternelle, laver et donner les immunoglobulines standards si vous voulez traiter efficacement. Mais vous ne pouvez pas donner les plaquettes standards. Donc c'est très important d'être guidé par cet examen placentaire sur cette densité étiologique qui n'est pas très fréquente heureusement. J'en ai vu 3 durant toute ma carrière de néonate, mais qui sont très graves, extrêmement graves. Et si on ne le diagnostique pas, ça peut tuer l'enfant ou le laisser handicapé. La 4e lésion fréquente à l'étude du placenta, c'est la chorioamniotite. Et là, s'il vous plaît, c'est vraiment quelque chose de très important à diagnostiquer, parce que là, par contre, ça a des retombées médico-légales très importantes. Pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui que la chorioamniotite est l'une des pathologies aux très lourdes conséquences pour le fœtus et le nouveau-né, parce que, bien sûr, ça peut entraîner le décès. Chez le bébé qui survive, c'est un facteur de risque de lésion pulmonaire majeure et dysplasie bronchopulmonaire. C'est un facteur de risque d'entérocolite, mais le plus grave, c'est que c'est un facteur de risque de lésion neurologique. Et ça, c'est fondamental. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas l'infection. Ce qui se passe en intra-utérin, dans le cas de la chorioamniotite, c'est l'inflammation. Et l'inflammation est plus grave que l'infection. Lorsque le bébé est connecté à un placenta aux pilules, les germes, il y a une fabrication de cellules anti-inflammatoires et libération d'interleukines, de cytokines, de tout ce que vous voulez. Ce qui crée chez le fœtus un réel syndrome inflammatoire fœtal. Et ce syndrome inflammatoire fœtal est extrêmement toxique pour le système nerveux en développement. Et ça entraîne des lésions extrêmement graves. On peut traiter le sepsis. Le bébé va naître, on va traiter le sepsis. Mais il va être handicapé. Et le phénomène anti-inflammatoire, il peut passer à la mère. Alors, chez la mère, c'est pas... Enfin, chez la mère, ça va entraîner des infections. J'ai mis ici les conséquences maternelles. Ça va entraîner des infections. Au pire, il va faire une septicémie. Il va faire une infection des parois. Il va faire une endométrite. Mais le syndrome inflammatoire, pour un cerveau déjà développé, c'est pas dangereux. On traite l'infection et on gère. Mais pour le fœtus et le bébé qui est en développement, qui a un cerveau encore en développement, ça détruit le cerveau, ça détruit le poumon. C'est extrêmement grave. S'il y a une entité pour laquelle on peut intervenir, parce qu'autant pour tout ce qu'on a montré, l'intervélite, la vélosite, la malperfusion, vous n'y pouvez rien, on n'y peut rien tous. Mais s'il y a une entité pour laquelle on peut faire quelque chose, c'est la chorioamniotite. Il ne faut jamais laisser évoluer une chorioamniotite. Parce que là, c'est du médico-légal puissant. Chorioamniotite, parce que la mère a une RPN prolongée et infection, et pas d'antibioprophylaxie, et pas de traitement, et le bébé est né handicapé, là, c'est malheureusement, on n'a pas de choses pour se défendre. Et la prophylaxie de ce phénomène? Alors, c'est gérer les RPM, les collègues sont là, dans les délais. Une RPM à terme ne doit pas dépasser 24 heures. Ceci dit, les gens disent 24 heures parce qu'ils font le dépistage du portage strepto B. Nous qui ne faisons pas le dépistage, eh bien, ça doit être moins. Et en plus, sous surveillance. La température de l'âge du bébé. J'ai dit à terme. J'ai dit une RPM à terme. Avant, le 34 et plus, même guidelines que le nouveau-né à terme. Le moins de 34 jusqu'à 28, c'est le temps de maturer. 48 heures, et on revoit la situation, mais sous couverture antibiotique. Le moins de 28 semaines dans notre contexte, on raisonne au cas par cas. Si on a un centre qui peut les gérer en germe jusqu'à 26 semaines, donc 28 semaines chez moi à Rabat, ils ne sont pas excusés, il faut qu'ils les gèrent correctement et que les donnent dans de bonnes conditions. Mais si on est dans un endroit où on n'a pas la possibilité de gérer 28, là on peut discuter, prolonger la grossesse, mais avec une surveillance inflammatoire, de la température, de la gestion de l'infection, la recherche du portage, l'identification d'une infection urinaire, etc. Le résumé de tout ça, mon message, c'est de ne jamais laisser évoluer une infection, quelle que soit la gestation, parce qu'on si je prends l'exemple d'une femme qui fait une RPM à 28 semaines et sur une pyélo et qui a une CRP à 160, etc.,
et il est plus ou moins bien géré. Et on attend encore 2, 3, 4 semaines pour que le bébé mature. Mais au fait, pendant 2 semaines, il a vécu un syndrome inflammatoire de folie. Mais maturer quoi? Maturer un cerveau qui est déjà détruit par le syndrome inflammatoire. Vous comprenez? Je préfère qu'on me l'extrait après 48 heures, une fois maturé, avec un cerveau sain. Et là, 28 semaines, c'est surfactant, extubation, et puis je gère. Avec un cerveau bien, un très bon pronostic. Mais si on me le sent déjà avec une leucomalacie, on les voit malheureusement. Ils arrivent déjà. Vous mettez la sonde à l'entrée dans le service, leucomalacie. Une leucomalacie chez un bébé, c'est un handicap profond. C'est un infirme moteur cérébral. Il n'y a pas de doute. Mais est-ce qu'on est protégé? À 28 semaines, il y a rupture de la poche. On fait maturation 2 jours et puis on extrait. Est-ce qu'on est protégé légalement? Bien sûr, vous êtes protégé parce qu'il y a des guidelines écrites. Pour voir un service à conseil. Non, il y a des guidelines écrites. Il y a des guidelines écrites. Vous êtes dans une clinique. Les parents ont pu être dans une clinique. Donc, vous leur expliquez que voilà, les recommandations, il faut maturer et il lui faut une place de réa. Une fois la maturation terminée, je vais l'extraire. Vous expliquez à la famille. Après, si la famille vous dit non, on va signer, qu'on veut qu'il reste dedans, qu'il signe, qu'il mette l'empreinte. Parce que si demain il est handicapé, et je vous assure que j'arrête pas de voir les dossiers. Ben, on va voir, ben, ce bébé, il est resté infecté dans le ventre de sa mère, ils ont laissé évoluer 2 semaines. Le bilan, oui, CRP à J10 encore à 160. Pour moi, c'est une erreur médicale. Parce que les recommandations sont claires. Donc, il faut absolument impliquer les parents. Il faut les impliquer. Le public, c'est plus difficile. Il est là, il n'a pas les moyens, et donc, mais on est protégé. S'il faut l'extraire, il faut l'extraire. Après, je préfère l'extraire et mettre des lunettes à oxygène et expliquer à la famille, voici ce que disent les recommandations. On a fait l'extraction parce qu'il faut la faire. Maintenant, dans l'attente d'une place en RIA, on gère avec les moyens qu'on a. Si vous avez les moyens de le mettre ailleurs, prenez-le, mettez-le ailleurs. Et on écrit tout et signe. On est tous protégés. Mais laissez évoluer. Parfois, je vous assure que toutes les leucomalacies à terme que j'ai eues dans le service sont des RPM de 3 jours, 5 jours, 6 jours, 1 semaine, des cas historiques de 3 semaines à terme. Pourquoi je vais laisser évoluer une RPM à terme 3 semaines? Je cherche quoi? Je cherche les lésions neurologiques. Donc, la seule entité sur laquelle on peut tous agir, c'est la chorioamnésie. C'est l'ennemi du pronostic néonatal. Il ne faut jamais laisser évoluer. Il n'y a pas une indication à la corticothérapie anténatale. Chez les prématurés? Non, dans ce cas. Non. Non. Alors, la seule indication de la corticothérapie anténatale, c'est lorsque on a une menace d'accouchement prématuré à moins de 34 semaines d'aménorrhée. Sans infection. Alors, si on a une infection évidente, le temps de refroidir, c'est-à-dire de donner 1 ou 2 doses d'antibio, et il faut maturer. Ce n'est pas une contre-indication absolue. C'est comme si on a une femme avec 5 grammes de sucre. Je ne vais pas lui donner d'Axa et corticoïdes. Je vais stabiliser sa glycémie, la faire descendre à des doses à des taux raisonnables et maturer. Ce n'est pas une contre-indication absolue. Il n'y a pas de contre-indication absolue. Par contre, la maturation, s'il vous plaît, c'est voie injectable. Ce n'est pas la voie orale. Et c'est bêta-méthasone ou dexaméthasone, pas autre chose. Parce que on voit ما كايناش لا بيتا-méthasone لا دexaméthasone اللي كاينه فيهم ما كاينه حتى شي وحده ما كاينه حتى شي وحده مي اون بو با دون واحد الوقت ما كانوش دابا كاينين دابا حنا ولا لا بيتا راه كاينه maintenant sur le marché mais je donne pas, je peux pas inventer. La voie orale n'existe pas. Parce que malheureusement, j'ai vu des bébés arriver alors que maintenant il y a la bêta et on le maturer par voie orale. L'histoire de la maturation date des années 70. Léger et son copain qui l'ont inventé, c'était injectable. Dans les années 90, genre les Européens, on va essayer la voie orale. Ils ont entamé un essai clinique, voie orale, dans les années 90. L'essai clinique a arrêté au bout de quelques malades recrutés parce qu'ils ont conclu que la voie orale, non seulement il ne sert à rien, il est néfaste, elle est dangereuse pour la mère et le bébé. Donc ils ont arrêté l'essai clinique
Et la conclusion, d'IL 90, reprise en 2019, les dernières actualisations de la recommandation de la psychothérapie datent de 2023, aucune place de la voie orale. Et 2 molécules reconnues, dexaméthasone et bétaméthasone. واحد فيها 6 mg, 4 doses, 12 heures d'intervalle. Pour la dexa, la bêta, c'est 12 mg, 4 d'intervalle. Et injectable. Donc c'est très important. En dehors de cette indication, aucune autre consensuelle. Parce qu'à un certain moment, on disait, si on veut faire une césarienne programmée, il n'y a pas de guidelines, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de place de la consultation. Et la maturation, c'est jamais plus de 2 doses. Parce que j'ai eu des bébés dont la mère a reçu 1, 2, 3. C'est jamais plus de 2 cures, je veux dire. Aujourd'hui, il est venu chez moi, menace d'accouchement prématuré à 28 semaines. J'ai maturé, cure complète. J'ai pu refroidir, la tocolyse a marché. Et puis, à 29 semaines et 3 jours, il refait une autre menace. Je peux rematurer. Mais si à 31 semaines, il fait une autre menace, je n'ai plus le droit. Parce qu'à Tchani, lorsqu'ils avaient commencé dans les années 70, ils donnaient 1, 2, 3, 4 cures. Mais aujourd'hui, il y a le recul. Au-delà de 2 cures, retard mental. La psychothérapie n'est pas safe à plus de 2 cures. Donc pas plus de 2 cures. L'intervalle entre les cures, 1 semaine à 10 jours. L'efficacité, c'est jusqu'à 10 jours après la cure. Passer 10 jours, c'est plus efficace. C'est ça le résumé de la psychothérapie. C'est important d'ouvrir cette parenthèse parce que je pense C'est lié que à l'AMIAC. Hein? Intramusculaire. Intramusculaire. Tu n'es plus quel jour entre les 2 cures, c'est Là, 10 jours. l'efficacité jusqu'à 10 jours. Ah d'accord, elle se termine à Elle termine à 10 jours. Il faut entamer À la partir de 10 jours, donner une deuxième cure, mais pas une troisième. Maximum de cure. Par exemple, à 35 semaines. Pas d'indication. Pas d'indication. Non. 35, 36, 37, pas d'indication. Quand même, on extrait des bébés, 35, 36, c'est des bébés qui ont avec des détresses. Oui, mais la corticothérapie ne changera rien. Parce que la détresse de 35, 36 n'est pas la MMH. C'est pas la MMH. Parce que la corticothérapie, c'est quoi? Avant, je pense qu'on s'écarte, mais c'est intéressant. Parce que l'intérêt, c'est de discuter finalement. Avant 34 semaines, le surfactant qui est fabriqué par le pneumocyte n'est pas encore suffisamment fabriqué. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on donne la corticothérapie? On stimule le pneumocyte pour fabriquer le surfactant. Mais à partir de 34 révolus, le pneumocyte est mature et fabrique son surfactant. La césarienne de 35, 36, 37, voire même plus, lorsqu'elle donne la détresse, c'est la DRT. La DRT, c'est le trouble de résorption du liquide pulmonaire. Le surfactant est là. Mais le liquide pulmonaire met du retard à être résorbé parce que le bébé est né par voie haute, parce que le bébé n'est pas suffisamment mature pour le résorber. Et surtout parce que la mère n'a pas eu de douleur d'accouchement. Parce que la résorption, c'est sous l'effet des catécholamines maternelles qui ouvrent les aquaporines pour libérer le liquide intrapulmonaire dans le milieu interstitiel. S'il n'y a pas de catécholamine, il va rester. Donc les sorages ne permettent d'éliminer que 10% du liquide. 90% du liquide, ce qu'il élimine, c'est les catécholamines de la mère, les hormones de la douleur de l'accouchement. C'est pour ça qu'il y a moins de tachypnée par voie basse, à moins qu'il y ait des anomalies, cordon gélatineux, etc. Et beaucoup plus par voie haute, et beaucoup plus par voie haute programmée. Mais il y a aussi les maladies de montmagnélisme, des nouveau-nés internes aussi. Oui, il y en a. Il y en a. Non, je vous explique. Il y en a, mais ce n'est pas des anomalies quantitatives du surfactant. Ce sont des anomalies qualitatives du surfactant. Chez les bébés de mère diabétiques, chez les bébés de mère avec certaines pathologies, le surfactant fabriqué est de qualité anormale. La psychothérapie ne va pas changer sa qualité. Et cette qualité anormale fait que, malheureusement, il y a un collapsus alvéolaire à la fin de l'expiration parce qu'il n'y a pas suffisamment de lipides dans la molécule surfactante dans ces cas pathologiques pour que l'alvéole puisse s'ouvrir. Lorsque c'est une pathologie comme le diabète, c'est transitoire. Donc on met la CPAP, dans les cas sévères on met le surfactant et ça passe.
Mais il y a une petite minorité, heureusement une petite minorité, où l'anomalie qualitative est génétique. Ce sont des bébés qui meurent. Mais c'est très rare. Mais c'est qualitatif. Maintenant, il y a la troisième catégorie, ce sont des lésions postnatales de surfactants. C'est le cas du liquide amniotique méconial. Un bébé qui inhale le liquide amniotique méconial, le méconium détruit le surfactant. Un bébé qui inhale du liquide amniotique sanglant, le sang détruit le surfactant. Là, la corticothérapie n'est plus rien. En fait, on doit gérer rien. On peut également surfacter, on peut mettre de la vélinie, au maximum on peut intuber, mais ce sont de véritables maladies aussi. Mais ce n'est pas la MMH dont on parle. Donc la cortico, c'est moins de 34 semaines, pas plus. Alors voilà, on s'est attardé sur la chorion amniotique. Maintenant, pour nous tous, on va essayer de voir, sur la base de ce dernier papier extrêmement important, quelques pathologies placentaires récentes, récurrentes, et les recommandations de prise en charge. Par exemple, si vous faites l'analyse et vous trouvez des villites, d'étiologie inconnue, qui peuvent être diffuses, de haut grade ou tout autre aspect, il faut savoir que vous avez jusqu'à 50% de risque de récurrence. C'est la femme retombe enceinte, l'autre grossesse, il va faire. Vous voyez des femmes qui font toujours des RCU. On ne comprend jamais pourquoi. Ou des femmes qui ont des pertes fœtales. Et on ne comprend jamais pourquoi. La réponse est souvent dans le placenta qu'on n'interroge pas. Parfois, c'est lié à une prééclampsie. Les complications néonatales peuvent être un retard de croissance, etc., une paralysie cérébrale, etc. Alors là, quelle est la recommandation de prise en charge? Au fait, c'est si vous avez une femme qui vient d'accoucher, chez qui vous avez trouvé une villite sur la lésion placentaire, pour la prochaine grossesse, il faut vraiment une surveillance très attentive et très tôt, à partir de 28 semaines de grossesse jusqu'à 32 semaines, presque chaque semaine, d'un échodoppler pour être sûr que le fœtus en cours reçoit suffisamment d'oxygène et suffisamment perfusé. À la moindre anomalie de l'échodoppler, commencer à discuter une extraction avant une issue fatale de la grossesse, par exemple. Parfois, vous allez trouver sur le placenta des dépôts massifs de fibrine périvielleuse. Il faut savoir que le risque de récurrence peut aller jusqu'à 78%. Il n'y a pas de conditions maternelles associées, mais généralement, le retentissement est plus néonatal. On peut avoir des bébés avec retard de croissance, prématurés, etc. Et là aussi, tout ce qu'on peut recommander dans ce cas-là, c'est une surveillance étroite à l'échographie. Et ça peut sauver ces bébés. Ça peut les faire naître avec une bonne croissance, comme ça peut les faire naître et éviter le décès. Excusez-moi s'il vous plaît. Oui. Est-ce que ce dépôt de fibrine correspond au placenta calcifié? Parce qu'à chaque fois, on tombe sur des placenta calcifiés. C'est une très bonne question. Si vous vous rappelez la plaque de tout début, on a dit lorsque ce dépôt intéresse moins de 5% du placenta, c'est physiologique. Ça peut rentrer dans le placenta calcifié de dépassement de terme. Mais lorsque ça dépasse 5%, c'est pathologique. Donc il y a une pathologie sous-jacente. Et ça peut se reproduire dans les grossesses ultérieures. Et le seul moyen de le dépister en intra-utérin, c'est l'échodoppler et l'échographie qui vont montrer que ce bébé commence à être mal perfusé. Et donc il faut agir avant même l'apparition de retard de croissance intra-utérin, etc. Bien sûr, selon le terme, selon les conditions. Alors les intervillosites histiocytaires chroniques, elles, sont très récurrentes, c'est-à-dire le risque que ça récidive, c'est pratiquement du 100%, et ça peut expliquer certains avortements répétitifs. Vous avez des femmes qui n'arrivent pas à faire aboutir les grossesses, malheureusement. Si vous n'étudiez pas le placenta non plus, vous n'allez pas avoir de réponse. Vous allez faire toutes les investigations possibles. Il n'y a pas de déencéphalogémique, il n'y a pas de syndrome antiphospholipide, il n'y a rien. Mais pourquoi cette femme fait des avortements? Elle va divorcer, elle va aller chercher un deuxième mari, elle va continuer à faire des avortements. Parce que ce n'est pas lié à quelque chose qui... C'est elle qui va chercher ou c'est lui qui va chercher? Non, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle va chercher à avoir... peu importe. Donc finalement, le plus important, c'est qu'il faut absolument examiner le placenta dans ces conditions.
Alors après, on peut avoir également les spectres de placenta accreta à l'étude anatomopathologique. Alors là, la récurrence peut aller jusqu'à 29%. Et là aussi, il est très important de faire des études échographiques pour les grossesses ultérieures, pour le dépister. Et donc là, j'ai vraiment mis beaucoup d'exemples. Et en tout cas, je vais vous laisser le document. Ici, c'est quelque chose de très important pour les néonates cette fois, pour montrer cette importance de l'étude placentaire. Vous avez tous eu certainement des bébés qui font une dysplasie bronchopulmonaire alors que réellement ce n'est pas la population de la dysplasie bronchopulmonaire. Ce n'est pas un grand prématuré qui a une grande histoire d'intubation, une grande histoire de... Et pourtant, ce bébé va nécessiter de l'oxygène pendant de longs jours, ça va dépasser 28 jours, hein, et vous allez avoir du mal à l'autonomiser. La réponse est dans ce qui s'est passé pendant la grossesse. Parce qu'on sait aujourd'hui que malheureusement, qu'il s'agisse d'inflammation aiguë ou d'inflammation chronique, ceci peut entraîner, d'ailleurs je l'avais montré sur cette plaque, beaucoup de lésions, j'ai mis dysplasie bronchopulmonaire, peut entraîner beaucoup de lésions pulmonaires qui malheureusement peuvent expliquer cette occurrence d'une dysplasie bronchopulmonaire sans que ce soit une population réelle de dysplasie bronchopulmonaire. Et parmi les causes les plus importantes chez nous au Maroc, encore une fois, l'infection, la chorioamniosite. Et c'est quelque chose de très important et on ne sait pas comment prévenir ça. Est-ce que donner l'antibiothérapie va être efficace? Est-ce que donner des corticoïdes va être efficace? En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui de réponse à ces questions. La seule réponse est de prévenir la chorioamniosite. C'est la seule réponse sûre qu'on a aujourd'hui. C'est toujours l'orage inflammatoire? Oui, c'est toujours ce qu'on appelle le syndrome inflammatoire fœtal, malheureusement. Alors là, c'est un deuxième élément très important qui a été publié dans Frontières Pediatrica en 2023, dans lequel les auteurs disent l'intégration des résultats placentaires dans les soins néonatals tout au long du parcours en soins intensifs et dans le développement de nouvelles thérapies et d'essais cliniques nous aidera à développer davantage de nouvelles stratégies de traitement pour un large éventail de maladies néonatales, parce qu'on commence à comprendre au fait que beaucoup de pathologies, aussi bien du versant maternel que du versant néonatal, vont pouvoir expliquer certaines pathologies, comme le retard de croissance cette fois extra-utérin, parce que vous avez également tous eu des bébés qui vont être nourris de la même façon, mais qui ne vont pas avoir la même trajectoire de croissance. Et donc on a certainement des réponses dans ces processus qui se passent au niveau du placenta, l'entérocolite, l'hémorragie intraventriculaire, la rétinopathie. On a la même exposition à l'oxygène chez des prématurés, mais on a qui vont faire la rétinopathie des prématurés et d'autres qui ne vont pas le faire. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup d'études pour essayer de trouver des réponses dans des processus très précoces qui vont se produire même en intra-utérin. On va partager maintenant, pour finir, quelques cas illustrés sur l'étude du placenta et son apport, aussi bien pour les pathologies de grossesse, les issues périnatales,